Donc maintenant, nous avons M. Adjari, qui est le directeur de la recherche du groupe Arkema. Il va nous parler du recyclage dont on a un peu commencé à parler ce matin, des pales d'éoliennes. Monsieur Adjari, à vous. Merci beaucoup, merci à tous d'être ici, merci aux organisateurs pour l'invitation pour un colloque sur une thématique à la fois importante et passionnante, et c'est très agréable de voir en physique et en présence digitale beaucoup de jeunes parce que, comme il a été dit ce matin, notre avenir commun va reposer beaucoup sur vous. D'une petite observation, je viens de bénéficier en me levant de cette chaise, alors qu'il est 14h30 après un déjeuner, d'une énergie positive, et je vais commencer par vous demander tous de vous lever dans la salle, parce que j'ai vu certains d'entre vous dormir lors de l'exposé précédent, et donc je pense qu'on peut tous profiter de la chimie et de la biochimie pour se stimuler. Vous pouvez lever les bras et les redescendre, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et votre capacité d'écoute devrait être augmentée. Merci beaucoup. Bravo. Donc, je vais vous proposer, en essayant, en prenant en compte quand même ce contexte défavorable par rapport au déjeuner, une forme de promenade dans un contexte que j'appellerais de matériaux de spécialité, qui ne sont pas les matériaux de commodité qui font les gros des volumes, comme vous l'a présenté par exemple Jean-François Gérard ce matin, et qui ne sont pas non plus, au même sens que l'exposé précédent, des matériaux stratégiques où l'accès est nécessairement à la matière elle-même un enjeu complètement clé, mais c'est quand même des matériaux d'un niveau de performance et donc de valeur, et comme on parle d'économie, c'est important, différent. Et je voulais vous proposer un petit chemin avec pas mal d'illustrations et en me focalisant principalement sur la problématique qui a été évoquée de le recyclage des pales d'éoliennes. Alors pour faire ça, je dois commencer par vous dire quelques mots sur la société dont j'ai l'honneur de diriger la recherche. Arkema, qui est donc un groupe mondial, 25 000 personnes, avec à peu près un tiers de la production en Amérique, un tiers de la production en Europe, un tiers de la production en Asie, donc un groupe global, et dont vous pouvez lire ici une forme de slogan stratégique, des matériaux innovants pour un monde durable, qui vous indique juste l'importance dans notre stratégie de ces problématiques de développement durable. Alors pour être un peu plus spécifique, on sert beaucoup de marchés. On sert le marché de la mobilité, de l'énergie, du bâtiment, de l'électronique, de la vie de tous les jours, d'emballage alimentaire, des articles de sport, à travers une combinaison de compétences qu'on est à peu près les seuls dans le monde à avoir et qui sont indiquées ici, à chaque fois des matériaux de spécialité, donc de nouveau pas des gros volumes, mais de l'expertise sur les matériaux eux-mêmes et la façon de les renforcer ou d'augmenter leurs propriétés, ça c'est si vous voulez la matrice, une expertise sur les adhésifs, qui est une façon d'assembler ces matériaux pour faire des produits, sous la marque que vous connaissez peut-être, Bostik principalement, et ensuite des sociétés de revêtement, de protection des matériaux par l'extérieur. Et si vous voulez, cette combinaison unique, c'est ça qu'on essaye de mobiliser pour répondre à des problématiques importantes qui existent sur des marchés, où on a des marchés qui demandent à la fois beaucoup de performance et qui sont aussi, comme tous les marchés, mis sous tension par les demandes en termes de développement durable. Et donc, comme il a été dit ce matin, par exemple, pour l'exemple du pneu, il faut et de la haute performance et en même temps une performance durable de haut niveau. Et donc, typiquement, ça nous amène à faire la plupart de nos efforts de recherche sont axés soit vers permettre l'émergence de solutions plus vertes, donc la transition. On fournit dans chaque batterie, dans beaucoup de nos batteries, il y a 1 ou 2% de nos matériaux organiques. On sert le marché du photovoltaïque, on sert le marché de l'hydrogène et on sert le marché de l'éolienne que je viens de mentionner, qui sont à la fois pour nous des opportunités de croissance et des challenges en ligne avec notre stratégie. La deuxième partie, c'est que ça, c'est comment aider, si vous voulez, sur le point de vue climat. Et l'autre partie, bien sûr, c'est la gestion des ressources dans les deux grands piliers des problématiques environnementales. Et donc l'économie circulaire qu'on a mentionnée est un enjeu majeur pour nous. Alors, je veux commencer par rappeler ce qui était dans la Marguerite de Jean-François ce matin et qui a été mentionné en plusieurs exposés, c'est que le recyclage, ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est d'utiliser le moins de matériaux pour avoir le plus d'usage, quelque part, de qualité en face. Et donc, ça commence toujours par réfléchir à comment réduire la quantité de matériaux qu'on utilise, ce qui va, par exemple, dans l'allongement de la durée de vie, le réutiliser au maximum et, quand on n'a pas d'autre choix, d'une certaine façon, le recycler.
parce que je rappelle à travers ce qui est dans cette parenthèse, c'est que chaque boucle, là on fait des dessins jolis, mais faire un tour de la boucle, ça coûte de l'énergie, ça coûte du CO2, ça coûte de l'argent, il y a plein de problématiques technologiques qui ont été mentionnées, et donc le but c'est absolument pas de faire le plus de tours le plus vite possible. Ceci étant dit, je vous ai représenté, pour rappeler dans le contexte en particulier des matériaux polymères, vous avez ces problématiques avec spécifiquement pour le recyclage, ce qui est considéré comme plutôt recyclage mécanique et recyclage chimique. Alors, en tant qu'acteur de matériaux de spécialité, en fait, on fait deux choses dans ce champ de l'économie circulaire. On a des petits matériaux de spécialité, un peu des perlimpinpins, qui aident le recyclage de produits de plus grande taille ou de matrices dans lesquelles on les incorpore. Je vous donnerai un exemple après. Et ensuite, on a des matériaux qu'on design dans la matrice d'une certaine façon dès le début, qui sont pensés pour aider la recyclabilité de la masse. Donc deux exemples avant de passer aux éoliennes, vous les verrez, je vous le promets. Premier exemple, emballage alimentaire. L'exemple qui vous est mentionné, c'est l'illustration de haut. C'est en fait un adhésif qui est fait, vous faites de l'emballage, il a été mentionné ce matin qu'une des voies pour l'emballage alimentaire, au contraire de ce qui a été fait historiquement pour avoir plus de propriétés, c'est de faire des emballages alimentaires monomatériaux, parce que ça vous enlève des étapes de tri et ça permet de recycler de façon plus facile. Le problème, c'est que votre emballage, pour que ce soit un bon emballage, ce qui d'ailleurs est la première fonction d'un emballage, c'est de préserver vos aliments plus longtemps pour ne pas gaspiller autre part. Si vous voulez que votre emballage fonctionne bien, il faut qu'il soit fermé, qu'il se ferme bien, donc il faut un adhésif. Il faut quelque chose pour pouvoir coller sur les bords, sur le dessus. Et donc, cet adhésif qui va faire 1% de la masse du produit à la fin, vous ne voulez pas qu'elle vienne déglinguer la recyclabilité de tout le reste qui est monomatériaux. Et donc, il faut adapter et sans arrêt développer des adhésifs qui sont à la fois aussi bons que les adhésifs d'avant en termes d'adhésion, dans différentes conditions de température, qui sont adaptés aux procédés industriels et qui permettent la recyclabilité de l'ensemble du produit. Et je vous mentionne en bas un exemple qui était une invention Bostik d'il y a plusieurs dizaines d'années, qui était l'emballage refermable grâce au système d'adhésifs adapté et que nous faisons évoluer aussi vers des solutions qui soient compatibles avec le recyclage de la barquette dans des environnements monomatériaux. Donc ça, c'est un exemple de un peu la vie de tous les jours. Et ce qui est mentionné en bas, c'est que ces travaux, ils sont faits dans le cadre de consortia, parce qu'il faut que vous le fassiez avec des gens qui fabriquent les emballages, avec des gens qui vont les utiliser, et donc en prenant en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne pour que votre solution soit validée, et que quand vous dites c'est recyclage dans un environnement monopolyéthylène par exemple, ce soit validé par un ensemble d'acteurs avec des standards qui sont définis avant. Et là, vous avez une des initiatives européennes, Recyclas, qui gère ce type de sujet. On est toujours loin des éoliennes. Dernier sujet, je vous présente ici, ça c'est une innovation pour laquelle on a été récompensé il y a un mois, qui est à partir d'un polyamide, donc un plastique longue chaîne, un plastique de haute performance, qui est issu de l'huile de ricin. Depuis plusieurs dizaines d'années, Arkema a développé des compétences pour transformer cette matière en l'adaptant un peu pour qu'elle soit capable d'être utilisée par des procédés de filage, d'injection, de formage différents et pour en faire potentiellement des mousses, des parties très dures, des fibres textiles. Et ça a permis de faire de nouveau en partenariat est un mot-clé, avec la société suisse On Running, une chaussure de sport de haute performance, ultra légère, elle fait à peine plus de 200 grammes par chaussure, et qui est conçue dès le départ pour pouvoir être recyclée sans être désassemblée. C'est-à-dire que cette chaussure, vous la mettez dans une broyeuse, et nous, Arkema, on récupère le broyat et on va en faire un autre matériau de haute performance. Cette chaussure est là, vous voyez, hop, ici aussi. Et ce qui est très intéressant dans cet exemple, en dehors du fait que des années de recherche ont permis de faire ce matériau qui finalement simplifie une des étapes dans le désassemblage, c'est qu'elle a permis à On Running, cette société, d'évoluer dans son business model, donc c'est l'acceptabilité économique et où est la valeur économique qu'on mentionnait ce matin, c'est que cette chaussure n'est plus proposée à la vente, elle est proposée en abonnement. Donc vous payez une certaine somme par mois, et quand cette chaussure est usée, vous la renvoyez à On Running, qui s'occupe du broyage et nous renvoie le broyat. Et l'avantage, c'est que vous résolvez le problème de la collecte avec ça. Vous avez le problème de la collecte qui est résolu. C'est possible parce que c'est une chaussure qui a une certaine valeur, c'est une chaussure de haute performance, et donc quelque part, les coûts associés à ça sont pas importants. Vous avez des gens qui ont envie d'avoir ça parce qu'ils peuvent raconter à leur famille, ils démontrent qu'ils sont acteurs de la circularité, et On Running est content d'avoir des gens avec qui ils n'ont pas un rapport uniquement au moment de l'achat et puis de l'achat suivant,
mais ils entretiennent, ils ont des lettres, et donc vous avez un continuum, et donc vous avez une transformation permise par la technologie du modèle économique. Et donc c'est un exemple c'est pas un exemple de grande diffusion encore, mais c'est un exemple que je trouve inspirant. Après ces préliminaires, des éoliennes, je surveille le temps. Oui. Et donc les éoliennes, comme vous le savez tous, un pilier essentiel dans la transition énergétique pour avoir plus d'électricité bas carbone, ce qui est indispensable. En croissant sur tous les continents, je vous rappelle, on peut avoir un prisme européen, mais la Chine est de très loin le leader en termes de volume et de capacité industrielle dans la partie éolienne. Elle a pour l'instant servi surtout son marché intérieur. On a de plus en plus d'exports qui viennent irriguer l'Europe et les États-Unis. Du fait des développements, on a des coûts d'électricité maintenant. Alors c'est de l'électricité intermittente, mais les coûts d'électricité délivrés par des fermes éoliennes modernes sont relativement compétitifs avec toute une autre série d'offres. Donc on a une industrie qui n'a pas stricto sensu nécessairement besoin de subventions pour être là. Par contre, c'est une économie aussi qui est sous pression sur les marges de façon très grande. Je mentionne ça parce que quand vous ne faites pas beaucoup d'argent, c'est difficile de prendre en charge des changements pour aller vers quelque chose, par exemple, de plus circulaire. Alors, quand vous voyez une éolienne, vous avez 3 pales. Ces pales sont faites en composite, ce qui est déjà une démarche d'allègement, c'est-à-dire que c'est le matériau qui vous permet de faire fonctionner ces pales en utilisant finalement le moins de matériaux, mais c'est le meilleur matériau, mais chaque pale, ça fait à peu près, suivant la taille, de l'ordre de la dizaine de tonnes. Donc vous avez quand même des quantités de matière absolument énormes. Et alors, si vous regardez ces quantités de matière, comme toute industrie, alors si le clic fonctionne, oui, ça génère des déchets. La courbe ici vous mentionne, en bleu, c'est les déchets qui sont générés lors de la production des pales. Vous avez, par exemple, pour l'industrie du composite, c'est pas si mal. Vous avez, je ne sais pas, de 8-10% de pertes à chaque fois. Par exemple, quand vous faites des bateaux, typiquement, c'est plus. Donc, c'est les pertes pendant la production et pendant l'entretien, le manufacturing. La partie orange, c'est le tsunami qui va arriver de la fin de vie des éoliennes qu'on s'est mis à installer de façon massive à partir du début des années 2000. Et typiquement, ces éoliennes étaient designées pour durer 20 ans, 2000 plus 20, 2020, on est en 2023. Donc même quand les gens repoussent un peu, on a une masse significative qui arrive. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a différentes extrapolations, mais on arrive à de l'ordre du million de tonnes de déchets générés par an d'ici une dizaine d'années. Et puis après, ça continue à croître de façon significative. Alors 1 million de tonnes, je vous rappelle, les plastiques polymères en général, c'est 400 millions de tonnes par an à peu près. Donc vous pouvez dire 1 sur 400, mais enfin on ne parle que des éoliennes, et c'est quand même des matériaux de haute performance. Et on se dit, il y a de la valeur qui a été mise dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez vu l'image, je vais vous la montrer en plus grand pour que vous appréciez le charme de la chose et que vous distinguez bien. Déjà, l'engin de chantier de taille assez énorme qui est en train d'essayer de pousser des tronçons d'éoliennes pour pouvoir les enfouir sous la terre. Et donc ça, c'est ce qui est le sort de toutes les éoliennes aujourd'hui. C'est pas enthousiasmant. Alors, parmi les choses pour lutter contre ça, avant de parler de recyclage, il y avait la règle des 3 R. Ce que les gens regardent, bien sûr, c'est d'essayer d'allonger la durée de vie. Tant qu'à faire, c'est la première chose pour repousser le sujet et puis finalement d'avoir la meilleure utilisation. Et de regarder, alors il y a des parties qui s'usent plus vite, qui sont les bords des éoliennes, il y a différents sujets, donc ça c'est un sujet technique important. L'autre, c'est de regarder dans l'économie globale, et là-dessus il y a plutôt alignement entre les considérations environnementales et les considérations économiques, c'est d'essayer de faire des éoliennes plus grosses. Les éoliennes plus grosses, c'est plus rentable, et c'est plus rentable en termes de matériaux, d'usage des matériaux aussi. Et donc, depuis 10-15 ans, et ça va continuer, les éoliennes deviennent de plus en plus grandes. Vous avez ici un exemple d'une pale qui fait presque 110 mètres de long. Enfin, 3 pales, chaque pale 110 mètres de long. Vous imaginez la taille, on est complètement à une autre échelle. Et ça fait une seule éolienne, 12 mégawatts. Et donc ça, c'est la direction. Pour les 10 années à venir, la taille va monter. Ce qui va réduire la consommation de matériaux, mais qui ne résout pas le problème du recyclage de ce qu'il y avait avant et de ce qu'on continue d'installer. Et donc les gens qui ont regardé, si vous prenez la perspective de recyclage, vous vous heurtez quand même, c'est pour ça que j'insiste sur la taille des éoliennes, c'est que vous avez des problématiques un peu spéciales. Il faut déposer, ils font tronçonner à différentes échelles.
broyer, ramener. Mais enfin, si vous faites ça à beaucoup d'échelles, à la fin, vous pouvez mettre ça dans une broyeuse et à la fin, vous voyez les deux mains qui tiennent quelque chose. Ça, c'est une initiative aux États-Unis pour l'instant, qui est d'ailleurs pilotée par Veolia. Et vous dites, à la fin, cette chose là-dedans, il y a du résine plastique de bonne qualité, il y a des fibres. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux mettre ça dans une extrudeuse et en faire quelque chose? Pour l'instant, non. Comme les pneus tout à l'heure, qui sont aussi des composites, on les brûle dans des cimenteries. Ce qui est considéré mieux que l'enfouissement si c'est fait dans de bonnes conditions. Et donc, pour arriver au recyclage, en fait, pourquoi c'est difficile de recycler ces composites? C'est parce qu'en fait, c'est fait, vous prenez beaucoup de fibres et vous essayez d'injecter une résine dedans. La façon dont c'est fait aujourd'hui, vous faites injecter une résine liquide et vous, ce qu'on appelle la réticuler, c'est-à-dire vous faites qu'il y a plein de liaisons chimiques qui se font dans tous les sens, de sens que vous avez une espèce de nasse, de filet entrelacé de liaisons chimiques dans toute la matrice et autour des fibres. Le problème, c'est que du coup, vous avez des liaisons chimiques partout, et donc à la fin, vous ne pouvez rien bouger par rapport à rien, et votre objet, il est figé. C'est comme du blanc d'œuf, quand vous l'avez cuit, vous ne pouvez plus rien en faire, vous ne pouvez pas changer sa forme. Et donc, une des voies qui sont explorées dans beaucoup de domaines pour les composites, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ces résines complètement réticulées par ce qu'on appelle des résines thermoplastiques, ce que vous avez montré Jean-François Gérard, donc où on a plutôt ces chaînes longues qui sont des spaghettis qui s'entremêlent, mais si vous chauffez, vous pouvez faire glisser les chaînes les unes par rapport aux autres, et donc vous pouvez désemmeler l'ensemble, peut-être récupérer les fibres et les chaînes. Le problème, c'est que dans les procédés actuels de fabrication, en particulier pour des grands objets, en gros, vous disposez vos textiles et puis vous mettez votre liquide dedans. Si vous essayez de faire ça avec des thermoplastiques, c'est 1000, 10 000, 100 fois 1000, 100 000 fois trop visqueux. Et donc, votre procédé, vous n'arrivez pas à rentrer la résine entre les fibres, et donc vous avez des interfaces dégueulasses, et donc vous avez un matériau de mauvaise qualité, ce qui est inacceptable. Et donc, une des voies, et je ne vais pas vous faire une couverture de toutes les pistes qui sont explorées, mais que Arkema a développé il y a plus d'une dizaine d'années, c'est d'utiliser son expertise dans des matériaux de type acrylique pour proposer une résine où, en fait, vous faites couler la résine à l'état liquide entre les fibres, et ensuite vous faites polymériser, mais vous avez une chimie qui vous fait vos longues chaînes linéaires, pas entrecroisées, dans ces conditions-là. Et donc, ça permet d'avoir effectivement des matériaux composites qui ont des propriétés mécaniques, de densité, de durabilité appréciables. Comme les thermoplastiques, l'avantage, c'est que vous pouvez réparer, vous pouvez souder, puisqu'en fait, votre matériau, de nouveau, il n'est pas figé comme un blanc d'œuf. Et c'est aussi intéressant pour le recyclage, tant mécanique que chimique. Et c'est ce que j'illustre ici, c'est quelque chose qui avait été récompensé par le prix Pierre Potier, dont le nom a été évoqué ce matin, qui est que cette voie permet potentiellement d'utiliser les pales en fin de vie, soit pour du recyclage mécanique, soit pour du recyclage chimique, ou si vous faites du recyclage mécanique, en fait, vous broyez, et la plasticité de la matrice autour des fibres fait que vous pouvez recomposer, vous pouvez rajouter d'autres polymères potentiellement, et donc vous pouvez refaire d'autres matériaux composites qui sont valorisables à un niveau assez élevé. Donc ce qu'il faut, c'est éviter le downcycling. Et ça, on peut le faire mécaniquement, et chimiquement, si vous le faites, vous séparez les fibres d'un côté, comme il a été dit ici, c'est des fibres de carbone, il y a une empreinte carbone énorme. Si c'est des fibres de fer, c'est un peu moins de valeur, mais c'est quand même une partie importante de la valeur. Et la résine, vous pouvez la distiller, et on a montré qu'on pouvait refermer la boucle et utiliser ce nouveau monomère pour refaire de la résine hélium. Donc ça, c'est quelque chose qui est agnostique au moment où vous le mettez en place pour fabriquer les pales. J'avance, c'est grave, je ne vous demande pas de regarder les nombres, c'est juste pour vous montrer dans les deux cas, on a documenté à l'échelle laboratoire qu'effectivement, ça permettait de faire de nouveau des matériaux de performance, parce que pour nous, il est essentiel que la vertu de ce système qu'on propose, c'est que ça permet de remonter au niveau. Je vous rappelle, Jean-François vous a mentionné ce matin qu'il y avait certaines chaînes polymères qui, quand vous chauffez, se débobinaient bien et revenaient facilement au monomère. Il vous a mentionné le PMMA, c'est exactement cette chimie-là. Et c'est pour ça que ces matrices, non seulement sont thermoplastiques, mais en plus avec une chimie qui se décompose assez bien en température et permet de récupérer le monomère avec une empreinte carbone pas trop élevée, parce que de nouveau, ça ne sert à rien de faire des boucles si à chaque fois vous prenez un impact CO2 trop fort. Donc, on peut faire du recyclage chimique ou mécanique de haut niveau, et on démontre depuis quelques années, par des partenariats, vous avez un partenariat ici avec beaucoup d'acteurs, qu'on peut faire des pales avec ce type de solution. Donc ici, vous avez un exemple qui date du début de l'année 2022. Vous voyez la taille des pales, hein, c'est quand même toujours impressionnant à fabriquer comme objet. Deux petites remarques. L'une, c'est que j'ai mis une petite flèche jaune pour dire qu'on a associé depuis
nos adhésifs à cette aventure, parce que maintenant on fait des adhésifs qui sont compatibles avec notre résine pour que vous n'ayez pas à enlever la tonne d'adhésifs qu'il y a sur une pale typiquement, pour la séparer de la matrice, pour recycler la matrice, et que l'adhésif aussi soit compatible avec le recyclage, c'est un peu comme les barquettes alimentaires. L'autre point, c'est le 100% recyclable. Là, je vous le mets sur cette slide. En fait, ce que ça veut dire, c'est 100%, techniquement 100% recyclable. Il y a une controverse que vous voyez monter sur les problématiques alimentaires. Il y a eu beaucoup d'articles aux États-Unis cet été. On en a en Europe dans les 2 dernières semaines sur des actions contre la Commission européenne qui disent, il y a toute une série d'étiquetages qui disent produit recyclable, et c'est faux parce que ce produit, de facto, n'est recyclé qu'à 45% statistiquement. Et donc vous avez ce challenge de dire comment on nomme le techniquement recyclable et comment on nomme le recyclable au sens la chaîne de recyclage est en place et tourne à plein. Et ça va être un challenge de désignation et de clarification des réglementations. Après ça, on continue, comme cette solution n'a pas vocation qu'à servir les éoliennes, je vous mentionne juste qu'on l'utilise pour aussi faire des réservoirs d'hydrogène. Alors, réservoirs d'hydrogène haute pression, fibre de carbone, c'est des steaks en épaisseur de composite important si vous voulez pouvoir monter à 700 bars. Et là, c'est surtout ce que vous voulez, c'est récupérer de la fibre de carbone qui a une empreinte carbone élevée, qui a beaucoup de valeur. Et de nouveau, hélium est un candidat qui peut se substituer dans les procédés actuels aux solutions actuelles. Et enfin, on a des collaborations dans le nautisme. Et par exemple, Beneteau a mis à sa gamme commerciale 2 bateaux qui sont faits à base de résine d'hélium et que vous pouvez acheter pour vos prochaines vacances, si le cœur vous en dit. Je fais ce commentaire qui a l'air un peu anecdotique, mais j'y reviens parce que mes conclusions, pour ne pas prendre trop de temps, j'ai insisté sur la taille des objets. Bien sûr, ça c'est une particularité du marché des éoliennes. Mais au-delà de la taille, et donc des spécificités quand vous les démantelez, il y a quelque chose qui est important, c'est le temps de vie. Si vous parlez du temps de vie pour mettre en place une filière de recyclage, une économie circulaire pour l'alimentaire, où le produit, on l'a parlé, les canettes, l'atome de carbone dans les canettes, il tourne 3 fois par an, si j'ai bien compris ce matin. On parle de temps de vie du produit de quelques mois. On ne peut pas avoir le même raisonnement, peut-être même pas les mêmes noms pour les choses quand on parle d'objets, un bateau 40 ans, une éolienne 20, 30 ans. Et ça fait que, par exemple, la problématique que je vous mentionnais sur le recyclage, on ne peut pas mettre en place aujourd'hui, même si on prenait la solution, par exemple, hélium, on n'aura pas, au jour où on implante les éoliennes, une chaîne de recyclage d'hélium à l'échelle, parce que de toute façon, le marché il viendra dans 20 ans si on les installe aujourd'hui. Donc il y a cette problématique de... Ça peut conduire à de l'immobilisme, mais il ne faut pas que ça conduise à de l'immobilisme. L'autre problème que je mentionne, c'est que les éoliennes, spécifiquement, en tout cas dans les quelques années présentes, sont très pressurisées sur les marges, et donc les sociétés ne sont pas du tout enclines à dépenser de l'argent pour avoir des solutions sur lesquelles ils puissent avoir un surcoût, ou du moins de payer la transition. Alors, parmi les actions ou parmi les messages pour sortir de une forme d'impasse, un point qui est essentiel à mon avis, c'est que, et j'étais assez impressionné par la précision des chiffres sur la batterie qui ont été présentés par l'orateur précédent parce que je ne les avais pas vus, il nous faudrait, pour guider une industrie qui se déroule dans cette durée, on a des appels d'offres qui sortent maintenant qui demandent des solutions recyclables. Le problème, c'est qu'ils ne décrivent pas ce que veut dire le mot recyclable. Et donc, je peux prendre des morceaux d'éoliennes, je peux en faire du ballast pour construire des autoroutes dessus. D'une certaine façon, c'est recyclé, mais enfin, on voit bien que ce n'est pas à la hauteur de la valeur de ces matériaux. Et donc, ça, je pense, la Commission européenne est en train de dire qu'ils vont revoir les appels d'offres sur les éoliennes pour être plus précis dans la dénomination. Je pense que les critères environnementaux gagneraient aussi à être précisés pour que ça tire l'industrie dès aujourd'hui, pour que dans 30 ans, les choses qu'on aura recyclées soient recyclables. Le deuxième chose, c'est que nous, en tant qu'acteurs, on va quand même avancer. Et on va avancer, il y a une des sources qui est utilisable pour commencer à petite échelle, c'est les chutes de production. Et donc, on travaille sur différentes chaînes de valeur, dans le nautisme, dans l'hydrogène, dans l'éolienne, avec les acteurs pour voir si on peut enclencher la chose et au moins commencer à démontrer qu'on recycle les chutes de production qui sont quelque part un stock immédiatement accessible et d'ailleurs de composition un peu mieux contrôlée au début. Et enfin, ce que je vous ai dit, c'est que pour l'instant, les solutions qu'on a proposées, c'est des solutions qui sont d'une certaine façon adaptables aux procédés que les industriels qui fabriquent des pales d'éoliennes ont, donc ils sont substituables aux solutions d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des solutions technologiques qui impliqueraient d'autres procédés de fabrication de ces composites, qui existent, et qui mériteraient d'être revisités pour trouver de nouvelles idées. Et enfin,
en vous remerciant pour votre attention. J'insiste, comme il a été dit ce matin, mais j'y crois particulièrement, les problèmes sont d'une telle complexité, difficulté, qu'il faut les aborder avec non seulement les acteurs qu'il est nécessaire d'avoir autour de la table, mais ça a été mentionné aussi ce matin, des points de vue différents pour imaginer, créer des solutions et apporter. Il faut apporter de la valeur quelque part, parce que sinon on n'ajoute que des surcoûts dans ces choses-là. C'est pour ça que l'exemple des chaussures, quelque part, il y avait une valeur commerciale pour Running à avoir ça, parce que ça répondait à une partie de sa clientèle et il faut trouver ces leviers. Et je crois que les partenariats sont essentiels entre industriels, avec le monde académique, avec des startups pertinentes. Et donc je pense que c'est un chemin collectivement que nous aurons à faire. Je vous remercie pour votre attention.